Mais il y a des gens qui, depuis des centaines d'années, s'entraînent à sauter plus loin. Il y a des gens qui s'entraînent à avoir des jambes solides. Il y a des gens qui s'entraînent à faire des saltos. Donc, et des gens qui s'entraînent à être bons à grimper des choses. Donc, pourquoi on n'irait pas voir ces gens-là et prendre les outils dont on a besoin et les ramener dans le parcours? Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Valentin Dubois, athlète de parcours professionnel. Valentin fait partie du cercle compétitif de parcours depuis 2016, dans le cadre duquel il a participé à de nombreuses compétitions aux quatre coins du globe et a notamment gagné la médaille d'argent au championnat du monde de vitesse de parcours en 2018. En 2016, il a terminé premier dans l'émission télévisée française Ninja Warrior. Valentin, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Sean. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas le parcours, est-ce que tu peux parler dans un premier temps de qu'est-ce que c'est le parcours et ensuite parler un petit peu de ton, sans faire de mauvais jeu de mots, ton parcours dans la discipline? Ça marche. Alors, le parcours, c'est une discipline que tout le monde connaît avec les vidéos de jeunes ou de gens qui sautent sur les toits. C'est vraiment ça qui a rendu le parcours très viral. Ensuite, il y a beaucoup de définitions diverses vis-à-vis de comment on pratique exactement, mais moi, j'ai une définition assez simple du parcours, c'est le fait de créer du mouvement en rapport avec des obstacles, en rapport avec des objets, en rapport avec des formes. C'est vraiment ce qui caractérise le parcours dans son essence. C'est-à-dire qu'on peut mettre des valeurs autour, on peut parler il y en a qui fait plus des acrobaties, il y en a qui sont plus dans le renforcement, il y en a qui sont plus dans une démarche de spiritualité, on va dire, mais il y a des divisions parcours, art du déplacement, free running, mais pour moi, tout ça, c'est un peu des divisions qui ne servent à rien. Et le corps, le noyau du parcours, c'est vraiment le fait de bouger en rapport à des obstacles. Et c'est quelque chose qui est propre au parcours, qu'on retrouve aussi dans des sports comme l'escalade ou la gymnastique. Mais c'est vraiment ce qui caractérise le parcours. C'est vraiment de bouger, d'utiliser des murets, des barres, des arbres, quelque chose pour créer du mouvement. Alors, beaucoup de sports sont faits juste avec le sol, que ce soit les sports co comme le rugby, comme tu es spécialiste, ou l'athlétisme, ou même le sport de combat. On est souvent en rapport au sol. Enfin, le sport de combat, on est en rapport avec une autre personne. Le parcours, on est vraiment en rapport avec un objet. C'est ça qui caractérise le parcours. Et comment t'es tombé dedans? Alors moi, j'ai grandi sur l'île de la Réunion, donc c'est une île tropicale dans l'océan Indien, à côté de Madagascar, et j'ai passé toute mon enfance dehors, à être dehors. Je faisais beaucoup de skateboard aussi, donc le skateboard, ça se rapproche beaucoup du parcours parce que ça consiste à jouer avec un objet en rapport avec des obstacles aussi. Donc avec le skateboard, ça va être des rampes, des barres, des marches d'escalier, des petits murets, etc. Et le parcours. Et donc, en faisant du skateboard, on est toujours un peu amené à faire du parcours parce qu'on grimpe, on va s'entraîner dans l'école, donc on doit grimper par-dessus. À La Réunion, on s'entraînait beaucoup dans les écoles primaires, les lycées, les collèges. Donc, on allait quand c'était fermé, donc on passait par-dessus la barrière et on s'entraînait dans les collèges et les lycées. Donc, en fait, il y avait déjà cette démarche un peu de parcours, de rentrer dans un endroit, d'exploration, un peu parce que des fois, il y avait le garde de sécurité, il ne fallait pas se faire avoir et tout ça. Il fallait vite partir quand la police arrivait. Et il y avait un peu cette dimension de parcours. Mais là où j'ai vraiment commencé, c'était peu de temps après j'avais vu le film Yamakasi étant petit. Et après, j'ai vu des vidéos sur Internet, dont une vidéo qui s'appelait Urban Climbing de ouf sur un site qui s'appelait abruti.com en 2006, je crois. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et c'était un mec qui s'appelle Oleg Vorslav, qui vient de Latvia. Je sais pas c'est quoi le mot en français pour Latvia. Je suis même pas sûr. La TV? Non. Cet endroit en tout cas, Ouais, du ok, voilà. post-bloc. Et il grimpait sur des immeubles, il faisait des saltos et je trouvais ça magnifique. Et peu de temps après, vers mes 16 ans, j'ai commencé à faire du parcours avec mon ami Philippe. Et on faisait juste sauter. Pareil, on était toujours dans des écoles primaires et on sautait du toit sur l'herbe. On savait pas trop ce qu'on jetait notre corps en fait. On faisait du jeté de corps slash ninja. Et lui, il était fan de Jackie Chan, mon pote Philippe. Et Jackie Chan, c'est vraiment l'un des précurseurs du parcours. Hein. Les premiers pratiquants du parcours sont fans de Jackie Chan aussi. Et voilà, et après on a découvert qu'il y avait toute une philosophie. On a vu le documentaire de Sébastien Foucan qui s'appelait Jump London, où il expliquait comment lui il a commencé, et les histoires autour du parcours, sur le fait de renforcer son corps, libérer son esprit, se libérer des peurs, s'entraîner au mouvement pour que lorsqu'on est en condition de zéro chance de risque en hauteur, ce soit le même saut, mais c'est juste l'esprit qui doit se libérer et de ne pas se brider par rapport au fait que ça fasse peur.
Enfin, tous ces trucs-là m'ont vachement attiré, et surtout à une période adolescente, 15-16 ans, où tu essaies de te construire, tu essaies de créer ta personnalité et de te prouver des choses aussi. Le parcours semble être le meilleur outil pour ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être plus fort que qui que ce soit dans le parcours. C'est vraiment, en son noyau, c'est vraiment l'idée de devenir meilleur par rapport aux obstacles qui nous font peur. Ah, j'ai peur de faire le salto arrière, ben, en m'entraînant, j'arrive à le faire. J'ai peur de faire ce saut, ben, en m'entraînant, j'arrive à le faire. Et cette progression qui est très facilement mesurable par rapport à soi, c'est vraiment ce qui m'a attiré au début. Et les amis, et l'euphorie qu'il y a de s'entraîner, d'être un peu fou. Tu peux parler un petit peu de ton évolution sur la perspective justement des obstacles, des challenges et de comment tu les abordais au départ quand tu as découvert le parcours et comment tu les abordes maintenant? Très bien. Bah, moi, ma manière de pratiquer le parcours est vraiment… Alors, les raisons pour lesquelles je m'entraîne principalement sont différentes des raisons pour lesquelles je m'entraînais quand j'étais adolescent. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans. Le parcours, c'est devenu un moyen pour moi de gagner ma vie. Donc de gagner ma vie sous différentes formes. Je pourrais en parler plus tout à l'heure si c'est important. Et ensuite, et quand j'ai commencé au début, c'était vraiment pour le fun. J'avais 16 ans, j'étais au lycée. Je me voyais pas du tout faire une carrière dans le parcours, d'une part parce que j'étais pas très fort. La plupart de mes amis étaient bien meilleurs que moi, avaient plus de facilité à faire, que ce soit des grands sauts ou à briser leur peur, à casser le saut, casser sa peur. On dit dans le parcours. Et moi, j'étais un peu derrière. Je passais plus de temps à les filmer qu'à être filmé. Mais j'adorais le parcours et c'était vraiment mon hobby. Je me sentais bien quand je faisais du parcours. Mais pour moi, j'étais vraiment bloqué dans ce système de il faut quand même faire des vraies études, avoir un vrai travail, c'est vraiment important. Bon, après, j'ai fini par faire l'école des beaux-arts, donc c'est pas non plus le plus conventionnel, la plus conventionnelle des manières d'étudier, où les métiers qui en débouchent derrière sont pas les plus conventionnels, mais j'ai quand même fait des vraies études par rapport à ça. Et du coup, je m'entraînais vraiment pour le fun. Et quand j'ai vu, après plusieurs années de pratique, que je continuais à progresser et qu'il y avait moyen de gagner ma vie du parcours, et à quel point, en fait, ce qui était juste une passion adolescente, le parcours, c'était vraiment quelque chose de… Je faisais ça pour le fun. Et je pensais que ça allait passer, tu vois. Bon, voilà, j'étais en école d'art, j'étais sérieux dans des trucs. Vraiment, j'étudiais énormément. Et, et le parcours, en fait, au lieu de c'est le truc du passé, maintenant on passe à autre chose. Non, ça a continué de rester et ça s'est accroché à moi et ça a fait que grandir en moi de plus en plus. Et ça a été un outil au travers duquel j'ai exorcisé pas mal entre guillemets, traumas. Euh, et ça fait partie de moi et je me suis pas vu faire autre chose que du parcours, en fait. En tout cas, si je voulais vivre ma vie de quelque chose, je voulais que ce soit lié au parcours. Et je sais pas si je réponds bien à la question, j'ai l'impression de dévier un peu. J'ai tendance à dévier, donc si je pars un peu en vrille, recadre-moi. Avec grand plaisir, dévie tout ce que tu veux. Mais en gros, quand m'entraîner pour le fun et juste on s'entraîne le week-end et on fait quelques sauts et c'est marrant, est devenu différent de non, il faut vraiment que je sois le meilleur que je puisse si je veux pouvoir gagner ma vie du parcours et, euh, et pouvoir accomplir tous mes buts. Donc mes buts qui se sont transformés petit à petit avec compétitionner contre les plus grands speedrunners de parcours, être reconnu dans le milieu du parcours, euh, pouvoir avoir le niveau requis pour faire… y a des gens autour de moi qui faisaient beaucoup de spectacles ou qui performaient en tant que stunt coordinator. Pour moi, c'était important de, au moins, parce que je sais que les opportunités de travail sont beaucoup liées, pas que, mais beaucoup liées à qui tu connais et à qui tu rencontres au bon moment, qui te voit. Donc, je savais que ça, c'était un truc qu'il fallait mettre en place à un moment donné, mais que si je n'avais même pas le niveau pour y arriver, c'est-à-dire les basic flips ou les basic qualité d'endurance ou de mouvement, j'allais pas du tout pouvoir, même si je connaissais les gens, avoir les jobs. C'est important pour moi d'au moins avoir le niveau. Et donc, l'entraînement est devenu… On dit souvent que lorsque ta passion devient ton travail, ça devient plus de la passion, c'est du travail. Mais pour moi, c'est du travail, mais chaque jour que je me lève et où je suis en vie, je suis habité par cette force et cette envie de devenir meilleur et de continuer à travailler dans le parcours. Et en tout cas, c'est pas encore au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça va l'être un jour, mais c'est pas encore rendu après 14 ans de pratique à oh là là, c'est mon travail, je suis plus autant passionné.
Ouais, j'allais te demander justement, est-ce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, mais tu as plus ou moins répondu à ça déjà. Ouais, c'est là. Alors en ce moment là, c'est le Covid-19 et tous les entre guillemets mes rêves de compétition de cette année sont annulés. Après, c'est le cas de tout le monde. Je pense que le Covid-19 a vraiment niqué, euh, a vraiment détruit les rêves les ambitions de chacun. Voilà, on avait tous des plans et là tout tombe un peu à l'eau. Bon, ça c'est pas que mon cas. Donc je continue à m'entraîner, mais l'intensité est moins puissante que qu'il y a un mois quand je m'entraînais et je pensais que j'allais au championnat du monde en avril. J'aurais dû être au championnat du monde en avril cette année. Comment tu as fait le shift mentalement justement avec l'annulation de toutes ces compétitions et toutes les choses pour lesquelles tu t'entraînais, pour lesquelles tu travaillais et que tu te préparais? Donc, comment est-ce que tu as switché et comment est-ce que tu restes motivé? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du sport à l'heure actuelle qui ont ce problème-là, justement, qui ont plus de deadline en fait. Et donc, du coup, ils se sentent complètement perdus. Et comment tu as réussi à faire cet ajustement? Alors, c'est super compliqué. Alors, dans le parcours, euh, vis-à-vis de la compétition et du parcours, c'est quand même le parcours est pas du tout à caractère compétitif. C'est-à-dire que moi, je fais de la compétition, mais c'est pas la manière principale avec laquelle je fais de l'argent, par exemple. Les manières dont je fais de l'argent avec le parcours, ça va être de temps en temps, je vais donner des cours. De temps en temps, je vais faire des spectacles. En ce moment, je suis intermittent du spectacle, donc je travaille en fait sur différents shows, donc que ce soit des événements des événements spontanés pour des entreprises, pour des événements sportifs ou des centres commerciaux, etc. Ou alors des projets plus longs comme des comédies musicales. Donc ça, c'est des manières où je gagne de l'argent. Et des fois, je gagne des prize money, comme en 2018, où j'ai gagné la deuxième médaille. Et là, j'avais gagné 2500 euros. Non, attends. Deuxième place, c'était 3500 euros, si je dis pas de bêtises. Donc Mhm. pour moi, c'était beaucoup. C'est genre, waouh, j'ai gagné 3500 euros pour faire du parcours, c'est trop bien. Après, c'est ridicule parce que se placer dans les compétitions mondiales, c'est un travail d'une année. Donc, c'est beaucoup d'argent d'un coup, mais c'est rien par rapport à un vrai salaire ou quelqu'un qui a vraiment des responsabilités et qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Mais du coup, les compétitions, ça me pousse et ça me motive. Mais le corps principal de mon entraînement reste aussi que j'adore ça. Que j'adore ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de sportifs, ça se voit chez certains gymnastes que j'ai rencontrés qui ont fait les JO, qui ont été dans l'équipe de France. Alors peut-être parce qu'en gymnastique, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Mais ils semblent être un peu dégoûtés du sport. Et moi, c'est un truc qui n'est pas là parce que l'envie, ce qui est arrivé dans le parcours, ça a été l'amour de s'entraîner et après la compétition. Donc la compétition, c'est comme un plus pour moi. Et c'est pas la raison ultime pour laquelle je m'entraîne. Même si depuis 2-3 ans, c'est vraiment la raison pour laquelle je m'entraîne. Ça n'a jamais été ce noyau de raison pour bouger. Et donc, moi, juste bouger et prendre du plaisir et aimer ça c'est un assez bon motivateur pour me garder motivé. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc après, les raisons pour lesquelles je suis pas non plus démoralisé de ouf et je suis pas super triste, c'est parce que moi, je me suis direct projeté, ok, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va être oh, c'est 2019, le Covid, 2020, le Covid, c'est la merde, tout est annulé, oh, fais chier, je vais rester chez moi, je joue aux jeux vidéo, c'est nul, de toute façon, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de raison, c'est annulé, pourquoi je m'embête et tout. Et moi, je me suis dit non, non, tout le monde va être comme ça, tout le monde va rester bloqué chez soi. Moi, je vais rester focus et m'entraîner comme ça quand les compétitions vont reprendre, parce qu'à un moment donné, ça va reprendre. Si ce n'est à la fin de cette année, ce sera en 2021. Donc moi, je veux qu'en 2021, je sois prêt. Tout l'entraînement que j'ai fait là, c'est pas à la poubelle. J'ai quand même gagné de l'expérience. Je suis quand même devenu meilleur. Pour la petite histoire, moi, je suis venu m'entraîner au Colorado pendant un mois pour me préparer pour le championnat du monde parce que Ryan Ford, qui est l'entraîneur ici au Colorado, est à mon sens le meilleur coach de parcours du monde. Et il a établi des manières d'entraînement qui montrent leurs résultats et qui, moi, m'ont fait progresser. J'ai progressé sous tous les points après un mois d'entraînement ici. Donc, il n'y a pas photo. Et je reste focus pour l'année prochaine. Après, la deuxième raison pour laquelle je suis super content et je peux continuer à m'entraîner, c'est que moi, je suis dans une salle de parcours. Je peux te montrer là où je te parle. Je suis dans une salle de parcours. Donc, ça, là, c'est mon lit. Voilà. Il y a la petite poêle hein, pour faire à manger, tout ça. Et là, il y a la salle de parcours.
Donc, donc moi, je suis confiné dans une salle de parcours. Donc, forcément, pour m'entraîner, bah, c'est le paradis parce que je me lève le matin, je prends ma douche. Si je veux faire mes mouvements, mes sauts de chat, j'ai tout qui est à disposition. Si je veux soulever les poids, il y a la salle pour soulever les poids. Donc je suis vraiment au meilleur endroit pour continuer à rester actif et m'entraîner. Alors que la plupart des gens, bah, malheureusement, ils n'ont même pas le droit de sortir de chez eux ou bien les salles de sport sont fermées. Donc c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi moi j'ai réussi à faire le shift. Et là, quand je vais rentrer en France, ce sera le déconfinement. Donc petit à petit, tout va rouvrir et voilà. Après, j'ai pas encore vraiment réalisé que. Après, peut-être parce que je veux pas accepter que les compétitions sont annulées, parce que je suis quand même focus en mode non, faut rester focus sur 2021 et ce qui arrive après. Alors voilà, j'ai essayé de tout de suite, je me suis pas dit oh c'est nul, c'est chiant, mais enfin c'est comme là les gens sont en train de perdre leur business les uns après les autres. Je peux pas perdre espoir. Perdre espoir, ce serait trop facile et c'est le meilleur moyen pour. Je pense que c'est dans ces moments-là aussi que qu'on voit qu'il y a une différence qui se crée. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans les moments durs qu'on voit qui on est vraiment. Et j'ai envie de me rappeler de putain, ouais, quand tout a été annulé, ben, j'ai pas lâché, je me suis quand même entraîné, j'ai gardé espoir et tout. Et comme ça, comme en 2021, ça va reprendre, ouais, s'il faut reprendre. Là, si demain il faut faire les compés, je suis prêt, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Et C'est ouais. c'est- c'est une histoire de perspective. En gros, tu décides comment aborder le problème et si tu décides d'y aller à la défaitiste, tu y vas comme ça. Et si tu choisis que c'est, comme tu as dit, l'opportunité pour t'entraîner 2 fois plus dur parce qu'il n'y a pas de compétition et te préparer quand tout le monde reste à la maison, ben c'est ça que tu vas décider de faire, quoi. C'est ça. Après, je m'entraîne pas 2 fois plus dur, hein. Je m'entraîne même moins dur parce que bah, forcément, quand je m'entraînais et que c'était ah ouais, il me reste 2 mois, faut que j'arrive à faire ça. Là, c'est genre ah, je sais même pas s'il y a de compé, il y aura des compés peut-être l'année prochaine. Bon, on continue à s'entraîner malgré tout, mais à chaque entraînement, je suis beaucoup moins intense. Et peut-être c'est pas plus mal parce que c'est vrai que s'entraîner en perspective de compétition, ça détruit ton corps parce que tu es sans cesse en train d'essayer de te pousser au maximum. Tu veux faire le plus gros saut, tu veux aller le plus vite possible. Et ça peut entraîner bah, petit à petit des détériorations sur tes tendons, comment ça s'appelle, tes cartilages, etc. Et là, c'est plus cool, c'est plus OK à faire le saut. Bon, si on ne fait pas le saut aujourd'hui, on le fera le lendemain. Et donc, ton entraînement sur une semaine, comment est-ce que tu répartis les différents éléments que tu dois travailler en tant qu'athlète pro et voilà, comment tu les séquences et les organises sur une semaine? Alors, je vais prendre le type d'entraînement que j'ai fait là pendant ma préparation depuis depuis le mois de janvier. Le mois de janvier, j'ai commencé ma préparation pour les championnats du monde. Et donc ça a évolué. Au début, je m'entraînais tout le temps, 2 fois par jour, aucun jour de repos parce que j'avais entendu Ido Portal. Je sais pas si, bon, pour ceux qui connaissent Ido Portal, c'est un mec qui parle beaucoup de l'entraînement et d'avoir une manière de percevoir l'entraînement de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut avoir une perspective de bougeur, d'un mec qui pratique le mouvement sous toutes ses formes. Donc, il faut que tu fasses un peu de football, et puis un peu d'art martial, et puis un peu de gymnastique, puis un peu de muscu, et qu'on est des êtres humains et que les êtres humains sont censés faire de tout. Et donc, moi, j'avais vraiment adopté cette philosophie de ah ouais, on peut faire de tout et on peut s'entraîner tout le temps. Le problème, c'est que si tu as un but spécifique, comme tu vas être le meilleur rugbyman, tu vas être le meilleur athlète de track, et ben en fait, ton entraînement est tellement spécifique que tu peux pas répéter un jour sur l'autre la même chose. Si un jour tu vas faire du 100 mètres et le lendemain tu vas refaire du 100 mètres et le relendemain tu vas refaire du 100 mètres et que tu drills plus ou moins les mêmes mouvements, bah, tu vas avoir des blessures. En tout cas, la plupart du monde, c'est ce qui semble arriver et ce qui moi m'est arrivé aussi, tu as des blessures d'usure. Et à force de faire le même mouvement, ben, il y a des détériorations qui se créent. Donc moi, quand j'avais cette mentalité de m'entraîner tout le temps, tous les jours, je faisais le matin un peu de yoga, l'après-midi un peu de parcours, le soir un peu d'haltéro, le lendemain j'allais faire un peu d'art martial, après j'allais faire de la gymnastique. Enfin, je faisais vraiment un peu de tout. Mais là, depuis que je suis vraiment focus speed compétition, je m'entraîne 3 jours avec différents drills, et un jour de repos,
2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Donc vraiment, je séquence et je fais en sorte que chaque entraînement dure environ 2 heures en général. C'est très intense à chaque fois, c'est très spécifique et après, ça passe à autre chose. Donc par exemple, attendez, je vais essayer de le ressortir, mais ce sera plus simple. J'ai noté tout ce que j'ai fait. J'ai mon journal d'entraînement là de quand je suis arrivé au Colorado. Donc par exemple, ce que je faisais, donc pour la première semaine, le premier jour, j'allais juste m'entraîner au parcours et je faisais beaucoup de drills sur les barres. Donc je faisais des drills sur les barres, placement de pied, technique avec une ligne droite de passement d'obstacles. Le deuxième jour, je faisais mon entraînement de soulever les poids. Donc pendant mon entraînement de soulever les poids, c'est divisé en plusieurs supersets. Donc le premier, ça va être tout ce qui est le haut du corps. Donc ça va être weighted chin-up, weighted dips avec des climb-up. Des climb-up, c'est le fait de monter un mur. Le superset 2, ce sera des power clean avec des depth drop for distance. C'est-à-dire que tu pars d'une boîte, tu sautes sur le sol et tu sautes le plus loin possible et tu les fais juste après. C'est-à-dire que je ne sais plus c'est quoi le mot exact de ce type d'entraînement. Mais c'est du contraste en fait. Exact. Où tu fais, ouais. Donc, tu fais tes 5 power clean à 80% et ensuite, tu vas attendre genre 20 ou 30 secondes et tu fais 5 depth drop for distance. Donc, tu fais ça. Après, il y a superset 3, c'était aussi un type d'entraînement lift plus jump. 4, pareil, lift plus jump. 5, lift plus jump. Et 6, on repart au chin-up. Donc, ça, c'était mon entraînement du deuxième jour. Le troisième jour, on refaisait des drills liés à la vitesse. Donc là, c'était c'était plus vraiment des éléments isolés techniques, c'était des lignes de parcours de vitesse. Donc il y a le professeur de la journée qui nous donne la course à faire. Donc on part de cet endroit-là, après il faut passer par ici, il faut passer en dessous là, il faut passer là, et ensuite vous revenez et le temps se termine quand vous touchez le mur. Donc ça, c'est des entraînements qui durent 1 heure et demie. Donc tu décomposes la course, tu fais la course, après tu analyses comment tu as fait, après tu redécomposes la course aux endroits où tu n'as pas bien fait, et ensuite tu essaies de faire le meilleur temps possible. Et ensuite, souvent après cet entraînement-là, on faisait juste des petits challenges, des petits sauts. Et le 4e jour, c'est repos. Le 5e jour, c'était encore le speed. Vraiment le speed, encore une fois, une course de speed où on avait un professeur qui disait OK, vous partez de là, vous allez là, nanana. Et le 7e jour, c'était rest. Donc en fait, ça fait 3 jours d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement, un jour de repos. Et ensuite, on repart sur la même dynamique que la semaine d'après. Pour prendre un petit pas en arrière, est-ce que tu peux expliquer les différents formats de compétition et ceux pour lesquels tu t'entraînes? D'accord. Donc, dans le parcours, il y a 3 gros formats de compétition, 2 qui sont très populaires, un qui l'est un peu moins. Donc, les 2 gros populaires, ça va être le freestyle. Donc, ça, c'est les gens qui ont une course qui ont un parcours d'obstacles et ils doivent réaliser des figures et montrer une maîtrise de figures difficiles, montrer une singularité dans leur style, c'est-à-dire d'avoir leur propre manière de bouger, des bons atterrissages, une bonne connexion entre les mouvements. Et ils sont jugés. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en gymnastique ou en skate ou dans n'importe quelle discipline plus ou moins artistique, dans le sens où c'est extrêmement difficile de juger ce type de compétition sans la scléroser. La gymnastique, ils ont complètement sclérosé leur compétition où tout le monde a vraiment une manière, même s'il y a des nuances de manière de bouger, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment cette figure-là, elle se réalise comme ça, avec les jambes comme ça, les mains comme ça, les bras comme ça. Dans le parcours, on n'est pas encore là, mais je pense qu'on va y arriver si les gens veulent vraiment un système de jugement juste, pour pas qu'il y ait de « Ah oui, mais lui, il a gagné, mais moi, c'était plus dur mes mouvements. Oui, mais toi, tu as moins bien atterri. Oui, mais quand même, comme mes mouvements sont plus durs, c'est normal que j'atterrisse moins bien. » Donc, c'est toujours un grand débat quand il y a les compétitions de style. Ils sont tous en train de râler quand ils n'ont pas gagné. Et je comprends. Enfin, quand il y a de l'argent à la clé. Quand c'est subjectif, c'est difficile de… C'est super, super difficile. Le deuxième type de compétition, celle pour lesquelles je m'entraîne, c'est les compétitions de vitesse, donc speed. Et là, c'est vraiment bête et méchant. Vous partez de là, vous allez là-bas, vous allez le plus vite possible. Et celui qui fait le temps le plus court a gagné. Voilà, il n'y a pas de machin à tricher. Il y a un temps qui est déterminé par des lasers. Donc, c'est extrêmement juste.
Et moi, ça me plaît. Et pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de comment j'ai commencé à m'entraîner. Quand je commençais à m'entraîner, j'étais pas vraiment focus sur les sauts. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de traverser la cour de l'école. Enfin, c'était vraiment mon style de prédilection. Et ensuite, le troisième type de compétition qui est un peu moins connu, c'est les skills. Donc, les skills, c'est une série de challenges. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font dans le bouldering, dans les salles de blocs d'escalade. Dans les salles de blocs d'escalade, ils ont différents types de voies. Voilà, tu as la voie verte, la voie bleue, la voie rouge. Et il faut que tu arrives en haut de la voie. Donc, tu as 3 essais. Et si tu arrives au bout de 2 essais, bah, tu gagnes tant de points, etc. Donc, dans le parcours, c'est un peu pareil. Il y a différents sauts. Tu as le saut où il faut que tu sautes de ce muret-là à ce muret-là. Et faut que, quand tu arrives sur l'autre muret, il faut que tu sticks le saut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sautes de ce muret-là à ce muret-là et après tu sautes sur un autre mur. Il faut vraiment que tu arrives sur le mur et tu ne bouges plus. Et donc, tu es jugé, tu as un nombre d'essais. Si tu réussis tous les challenges et que les autres n'ont pas réussi tous les challenges, tu gagnes la compétition. Donc moi, pareil, c'est le type de compétition que je ne fais pas parce que je suis très, très nul à sticker les sauts. Donc vraiment, à rester sur le saut, je suis nul. Moi, ce que j'arrive bien à faire, c'est sauter plus pour aller sur un autre mur juste après. Mais en général, avoir un haut skill, ça aide pour les speed comp. Mais ce n'est pas tout le temps sûr. Mais il y a des gens qui performent très bien dans les deux, notamment Joe Endo ou Kirill Kortmoller, qui est un Suisse de Genève. Lui, il est très bon en skill et il est très bon en speed aussi. Et il est très bon en freestyle. Donc, il est bon partout. Il y en a qui sont bons partout. Il y en a qui sont bons partout. Et donc voilà. Mais par contre, moi, je m'entraîne vraiment pour le speed. Parce Tu que c'est ce mesures, qui me plaît le plus. tu mesures combien, Valentin? Donc moi, je fais 1m86 et je pèse 80 kg. Ça dépend des moments. Des fois, je suis moins, des fois, je suis plus. Mais c'est entre les plus que j'ai été, c'était 83 kg. Et les moins que j'ai été, c'était 79, 78. Dernières années. Et est-ce que ta taille est un avantage pour le speed, justement? Est-ce qu'on voit de plus en plus de grands athlètes qui se présentent à ces compétitions? Est-ce que on va dire, ça se nivelle un petit peu à ce niveau-là ou pas encore? Alors, c'est très, très intéressant comme question. Ça va dépendre du type de course. Donc, je m'explique. En speed compétition, moi, les compétitions qui m'intéressent vraiment, ce sont les compétitions que fait la Fédération de gymnastique. Donc, la Fédération de gymnastique a commencé à créer une série de compétitions de parcours. Et eux, ils font ça en extérieur. Donc, ce sont des grandes lignes d'obstacles en plein air, souvent avec des grandes distances, avec des obstacles assez hauts. Et c'est souvent des grands sauts qu'il faut faire et vraiment, il y a beaucoup de sprint aussi. Donc moi, c'est parfait pour ma taille parce que comme je suis grand, je peux sauter loin. Je peux attraper les murs qui sont très hauts par rapport à quelqu'un qui est tout petit. Et ça, c'est vraiment des gros avantages que j'ai sur ce type de compétition. Après, il y a d'autres types de compétitions qui, elles, sont plus complexes dans la technicité, on va dire. C'est-à-dire que ça va être des compétitions qui vont être souvent en salle ou alors dans des endroits où il y a beaucoup de… Je pense à une compétition qui s'est faite à Avignon récemment où c'était un complexe d'échafaudage avec plein de barres un peu dans tous les sens et il fallait changer de direction beaucoup. Alors que la gymnastique, c'est vraiment une ligne droite. Il y a des compétitions qui demandent de changer de direction, de monter, redescendre, passer dans un petit trou, revenir et tout ça. Donc, sur ce type de compétition, notamment les champions, les gens qui organisent ces compétitions sont Sports Parkour League à Vancouver, c'est là où on s'est rencontrés. Et aussi, il y a les gens dans la salle dans laquelle je suis, Apex Movement, qui organise des compétitions, qui sont beaucoup dans ces espèces de complexité, changement de direction, monter sur un petit mur, passer dans un petit trou, etc. Sur ce type de compétition, je suis vraiment à un désavantage parce que pour moi, ça me met du temps de prendre de l'élan. Donc vraiment, mes départs rapides, ça ne va pas être mes forces. Un peu comme Usain Bolt, il est très grand, très long, et ses départs, ce n'est pas sa force. Mais il arrive à rattraper les gens lorsqu'il prend de la vitesse. Moi, c'est ce que j'utilise dans les compétitions de gymnastique. Et c'est ce qui me fait défaut dans les compétitions avec Apex. Par exemple, là, on a fait une série de compétitions avec Apex et j'ai réussi à n'en gagner aucune. J'ai réussi à me placer à chaque fois dans les 5. Il y en a une où j'ai fini deuxième même. Mais finir premier, je finis toujours par me faire avoir ça se voit à chaque fois dans les vidéos. Là où je perds du temps, c'est ah ouais, mais là, il fallait changer à 90 degrés et ensuite passer dans un petit trou. Donc là et en général, ceux qui gagnent ces compés-là, c'est des petits mecs. Donc je pense à Charles Poujade, je pense à Seth Wang. Il y a aussi Michael, qui est aussi un grand gars, mais qui est quand même plus petit que moi et plus fin.
qui est très très bon dans ces compétitions-là, mais pareil, il se fait battre par Seth en général. Et Seth et Charles sont tout petits, très explosifs, très rapides à changer de direction et à prendre de la vitesse sans beaucoup de pas d'élan. Et voilà, enfin, le temps que ça met à passer sous un petit trou ou sous une barre, eux, ils sont en train de sprinter. Là où moi, il faut vraiment que je me recroqueville et ça me fait perdre du temps. Mais je suis venu ici aussi pour travailler mes faiblesses. Je suis venu ici pour travailler sur ces choses qui me font défaut et vraiment en faire des forces. Par exemple, au début, mes faiblesses, c'était courir sur les barres. Donc vraiment, placer mon pied sur les barres et courir sur les barres, ça a été vraiment mes faiblesses. Et maintenant, c'est devenu une force. Maintenant, quand je vois des barres, je sais que c'est des endroits où je vais pouvoir prendre de la vitesse. Et moi, j'adopte cette vision parce que je pense que les raisons qui vont faire que je vais gagner 2021, ça va être le fait que je vais pouvoir battre mes adversaires sur leurs faiblesses plutôt que d'exploiter mes forces. Je pense que je suis vraiment un mec qui est le meilleur dans rien, mais qui est très bon dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un très bon généraliste. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça que j'utilise aux compétitions. Tu as parlé de sprint, tu as parlé d'athlétisme, tu as parlé d'haltérophilie. Comment est-ce que ton entraînement il a évolué depuis que tu as Ah oui. commencé dans le cercle compétitif? Alors, lorsqu'il a fallu, en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé l'histoire. Je vais essayer de la faire rapidement. Mais donc, je m'entraînais pour le fun, c'était fun et tout ça, mais je progressais pas vraiment. Comme je disais, j'étais assez mauvais par rapport à mes amis, mais j'avais l'impression, enfin, on dirait que c'était, je me disais, ah, mais c'est juste moi, j'ai peur parce que je suis nul. Faut que j'arrive à décrocher mon mental et à plus avoir peur pour réussir à faire ce saut. Et avec le temps, je regarde en arrière, je me dis, mais non, t'es con, c'est juste que tu n'avais pas la technique et tu étais nul en fait. Et il y a juste des gens, c'est pas une excuse, mais il y a juste des gens qui ont des facilités. De la même manière qu'il y a des gens qui ont des cheveux bouclés ou il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui ont des facilités à comprendre comment faire un salto arrière ou comment sauter. Et ça se voit chez les enfants. Quand je coach plus vraiment, mais je coachais beaucoup avant. Et j'ai coaché des tout petits des fois, des enfants qui avaient entre 4 et 5 ans. Et dans cette tranche d'âge, tu avais des enfants qui savaient sauter et d'autres qui n'avaient aucune idée de comment coordonner leurs mouvements pour sauter. Et je me suis dit, mais si déjà à cet âge-là, ça se voit, plus on avance dans le temps et plus les divisions vont être énormes. Du coup, avant, je pensais il fallait juste que je me force mentalement à être meilleur. Et ensuite, à force de voyager, de rencontrer du monde, et une personne en particulier qui s'appelle Mitch Todorovic, qui est ma plus grande inspiration dans le parcours et dans le monde même en tant que comment il vit sa vie, etc. Ce mec-là, Mitch Todorovic, il est très très bon. Il a un certain talent, mais aussi il a utilisé des méthodes d'autres sports pour devenir meilleur. C'est-à-dire que très tôt dans le parcours, vers les années 2008-2007, il faisait déjà de l'haltérophilie. Il faisait déjà des sprints. Il allait sur le terrain d'athlète, il faisait des sprints. Il allait voir les gymnastes pour apprendre comment ils faisaient leur salto. Et il y a des sports qui sont en place depuis des centaines d'années, qui ont développé des méthodes d'entraînement. Nous, dans le parcours, on est jeunes, ça fait 20 ans, 30 ans que ça existe. Mais il y a des gens qui, depuis des centaines d'années, s'entraînent à sauter plus loin. Il y a des gens qui s'entraînent à avoir des jambes solides. Il y a des gens qui s'entraînent à faire des saltos. Donc, il y a des gens qui s'entraînent à être bons à grimper des choses. Donc, pourquoi on n'irait pas voir ces gens-là et prendre les outils dont on a besoin et les ramener dans le parcours? Et c'est ce que Mitch faisait. Et je me suis dit, mais il a raison. Et à partir du moment où j'ai rencontré Mitch, j'ai commencé vraiment à ouvrir mon esprit et à lire des livres et à regarder des vidéos sur l'athlétisme, sur l'haltérophilie. Et il s'avérait qu'il y avait des haltérophiles qui sautaient très loin. Bah pourquoi? Bah parce que l'extension, quand on fait un épaulé ou un arraché, cette extension ressemble beaucoup à un saut. Et si j'arrive à me déplacer aussi rapidement avec autant de poids sur moi, qu'est-ce qui se passe lorsque j'enlève ce poids et que je le transfère sur un autre type de mouvement? Ça ne veut pas dire que l'haltérophilie, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la romance autour de l'haltéro, c'est le meilleur sport d'explosion du monde. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais ça peut être un très bon outil. Ensuite, l'athlétisme, c'est pareil. Donc, j'ai commencé à aller voir. Voilà, il y a des gens à côté de chez moi. Il y avait un terrain d'athlé. Il y avait des ados qui faisaient des cours d'athlé. Oh, est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux apprendre le triple saut avec vous? Dans le parcours, on fait des sauts. Et je vois que vous sautez plus loin que moi. Comment vous faites? Ah, ben voilà comment on fait. Donc, on fait les drills, je sais pas, les gammes, on fait les gammes, voilà, il faut bien lever le genou, on attaque le sol comme ça. Quand tu sautes, il faut bien que tu aies ton genou tendu, tu utilises les deux bras et pas un seul bras. Enfin,
Et c'est genre, ah ouais, et c'est des petits détails que je suis allé chercher à gauche, à droite et que j'ai mis dans mon entraînement. Donc, j'ai passé vraiment de 2014 à 2016, 2016-2017, j'ai vraiment fait 3 années de recherche où je faisais vraiment de l'haltéro. J'ai fait des compétitions d'haltérophilie, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait des compétitions de gymnastique. J'ai commencé la gymnastique à 23 ans. Il y a des vidéos de moi où tu me vois avec mon léotard en compétition avec les petits garçons parce que là, je prenais ça super sérieux. Je me suis dit, ah ouais, mais si j'arrive à faire parce que j'arrivais pas à faire rondade flip salto, alors que beaucoup de gens dans le parcours, ils arrivent à faire, mais pas parce que naturellement, ils captent comment il faut faire. Mais moi, il a fallu que je décompose chaque mouvement et que pour que je puisse le digérer. Et, euh, et ça, voilà, j'ai pris des outils, j'ai fait mes recherches. Ok, l'haltéro c'est bien, mais devenir un haltérophile, ça va pas me faire sauter plus loin. L'athlé c'est bien, mais la manière dont ils attaquent le sol, ça peut pas vraiment se transférer au parcours parce qu'on atterrit sur une surface très précise et eux, ils ont quand même une énorme piste pour poser leurs pieds, d'où la manière dont ils attaquent le sol, d'une manière assez grossière et puissante. On peut le faire, mais pas vraiment tant que ça dans le parcours. Après, la gymnastique, c'est pareil. La gymnastique, c'est bien, mais le sol, il est tout mou. Tout rebondit, tout est mou. Donc, en fait, tu développes aucune qualité pliométrique. Tu es complètement dans un délire d'être super solide pour que l'obstacle fasse le travail à ta place, presque. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des outils. Donc, en 2019, je faisais ça. J'avais des jours où je faisais que des sprints. Je faisais des sprints et des, euh, des sauts en longueur dans le sable, essayer de sauter le plus loin possible dans le sable. Jusqu'à où je peux sauter le plus loin possible dans le sable? Ah bah, je peux sauter, j'en sais rien, j'ai 4 mètres avec 5 pas d'élan dans le sable. C'est sûr que sur le béton, je peux au moins sauter 3,70 m, tu vois, dans un contexte où il faut atterrir sur quelque chose de précis. Donc, c'était ça ma logique derrière l'haltéro. Pareil, bah, en fait, il s'avère que les mecs qui font du saut en hauteur ou du saut en longueur, bah, ils font que des épaulés suspension en général. Pourquoi je m'embêterais à faire des épaulés complets? Donc maintenant, je travaille que des épaulés suspension et en position power. Donc voilà un peu comment ça a évolué. C'était un peu le bricolage. Mais là, cette année, c'est vraiment différent avec Ryan Ford qui programme pour moi et qui, lui, a fait vraiment ce travail d'analyse et il a créé un système d'entraînement pour renforcer les gens dans le parcours. Donc là, c'est les exemples que je t'ai montrés où on fait les épaulés et juste après, on fait des sauts qui se ressemblent à des sauts de parcours. C'est vraiment ça, comme ça que ça évolue. Ouais, comme tu as dit avant, on s'est rencontrés à Origins Parkour à Vancouver, Yes. chez René. Et d'ailleurs, je crois que j'avais rencontré Mitch l'année d'avant, justement dans la salle de muscu, parce que je faisais de l'haltéro à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est un petit peu Oui. rencontrés, qu'on avait commencé à parler. Donc, c'est intéressant ouais, que vous soyez pris à l'haltéro en tant qu'athlète de parcours. C'est intéressant parce que, et je pense que ça fait partie de l'évolution naturelle, mais par exemple, pour moi, en tant que préparateur physique, à moins que tu aies déjà les compétences techniques pour faire de l'haltérophilie, ça ne vaudrait pas la peine pour moi d'apprendre à quelqu'un à faire de l'haltérophilie pour développer de la puissance. Il y a énormément d'outils et j'adore l'haltérophilie, je l'ai faite en compétition, je l'ai coaché, j'adore ce sport, c'est magnifique. C'est du golf avec une barre de plus de 100 kilos, c'est vraiment quelque chose de technique, quelque chose d'incroyable. Mais malgré ça, j'ai du mal à justifier l'utilisation de ces mouvements qui sont, comme je dis, extrêmement techniques pour développer des qualités physiques qui peuvent être développées en fait avec des moyens beaucoup plus en guillemets simples. Comme tu as dit, maintenant tu utilises en fait une fraction du lever complet, ou peut-être au départ tu te disais ah non, faut que je fasse le truc complet, faut que je l'attrape en squat, etc. Ou maintenant tu t'es rendu compte qu'en fait non, parce que la portion qui t'intéresse c'est vraiment du genou jusqu'en haut et voilà, tu n'as même pas besoin d'aller l'épauler parce que tes épaules elles ont besoin de force pour faire autre chose et tu peux les sauvegarder un petit peu. Donc mais c'est intéressant cette évolution-là. Est-ce qu'il y a, à part l'athlétisme, la gymnastique, l'haltérophilie, est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous ont influencé dans le parcours en termes de préparation physique? Alors moi, j'ai regardé aussi un peu en 2014-2015 les danseuses classiques. D'une part parce qu'elles ont des belles fesses, mais aussi parce qu'il y avait plus sérieusement, Ido Portal parlait de ça et j'avais aussi, bon, je suis sorti avec une danseuse aussi, mais il y avait la manière dont elles absorbaient les sauts
qui m'intéressait, de comment elles travaillent du bout de leur pointe jusqu'au déroulement des orteils et de la cheville pour absorber un saut. Je me suis dit, mais attends, mais dans le parcours, ça peut être de l'or. Nous, on fait que absorber des sauts. Si on peut les absorber avec autre chose que nos genoux et notre dos, ce serait pas mal pour la longévité et pour l'efficacité. Donc, j'ai fait quelques cours de danse classique. J'ai passé 2 mois le lundi matin vers Montreuil où j'allais dans un cours de danse classique. Il n'y avait que des vieilles. J'ai appris des trucs, ouais, comment elles attaquent, comment elles bougent leurs pieds et tout. C'était vraiment intéressant. Donc ça m'a plu beaucoup. La danse classique, c'était vraiment intéressant. Et ensuite, l'escalade, pas mal l'escalade avec Ninja Warrior. Donc, quand moi, je m'entraînais beaucoup pour Ninja Warrior, je faisais que de l'escalade. Mais Ninja Warrior, c'est pas vraiment du parcours. C'est beaucoup force du haut du corps. Alors que dans le parcours, on est quand même centré sur les jambes, les sauts. Grimper les murs, ça vient vraiment en second plan et c'est pas la même type de force que pour se suspendre. Mais là, vraiment, les trucs qui toujours m'inspirent aujourd'hui, ça va être l'athlé, le sprint, triple saut, haltéro. J'aime bien aussi le football américain. Je pense qu'il y a des trucs intéressants à apprendre dans le football américain. J'imagine que c'est… J'ai vu aussi J'ai vu un truc de Red Bull du fastest rugby player. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un mec… Carl Sainz, ouais. Ouais, lui, je me suis intéressé un peu à ce qu'il faisait. Je pense que dans le rugby et le football américain, il y a des mêmes principes de départ et de mouvement peut-être. Ouais, je pense que tu les retrouveras de manière plus pure, tu les retrouveras en athlétisme, sur le 60, le 100, le 200, Yes. surtout par rapport à vos distances de compétition. Après, je pense l'aspect intéressant qui entre en ligne de compte avec les sports collectifs, c'est les changements de direction. Parce que là, c'est vrai que sur une piste, tu vas tout droit. Et comme tu as dit, si un de tes points faibles, c'est les changements de direction, alors autant comme tu l'as appris avec les gammes athlétiques, avec la façon de courir, la façon d'attaquer le sol, il y a aussi une technique derrière les changements de direction. Et donc ça c'est peut-être, comme tu as dit, un élément intéressant à aller chercher dans un sport qui requiert ces changements de direction-là. Ouais. Du coup, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient les mecs du football américain. Mais encore une fois, j'ai compris après le 2018 NAPC, où j'avais fait 7e, je crois. Et j'avais vraiment fait une belle progression parce que je me rappelle en 2017, j'avais même pas réussi à me qualifier. Et là, en 2018, j'arrivais dans le top 7. J'étais vraiment content. Il y avait des très bons athlètes. Mais j'ai vu quand même que les changements de direction rapides, ça allait jamais être vraiment ma force. J'ai compris quand même à ce moment-là, même si j'avais toujours l'objectif de gagner un NAPC un jour, qui est plus du tout mon objectif aujourd'hui, euh, que Charles Poujade, il aura quand même tout le temps une marge d'avance sur moi sur ces trucs de passer dans les petits trous, changer vite de direction et tout ça, et que pour le battre, ça allait être beaucoup d'efforts, mais que sur des distances, sur des compétitions de ligne droite et tout ça, là si j'exploite mes forces, il a aucune chance. Enfin, je parle de Charles parce que c'est lui qui avait gagné Apex en 2018, mais quand je vois les compétitions comme ça, je suis genre, ouais, je vais pas gagner, mais je vais tout faire pour donner le meilleur et essayer de battre ces gars-là. Mais si je les bats pas, je vais pas genre me remettre en question et dire, oh, je suis nul ou quoi. Je vais dire, non, je pars avec un tel désavantage que c'est déjà énorme ce que j'ai réussi à faire. Me placer deuxième, là, la dernière compétition qu'on a faite, juste derrière Charles à quelques centièmes, c'est genre, waouh, imagine s'il n'y avait pas eu ce petit trou, quoi. Là, ce serait la boucherie. Mais je m'intéresse moins au changement de direction et vraiment plus à comment garder cette énergie et comment continuer à produire de l'énergie tout en passant les obstacles, en allant tout droit. Vraiment, si je dois gagner quelque chose, ce sera là-dedans. Il y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. Ouais, je pense qu'il faut être le plus spécifique possible. Moi, c'est ma démarche. C'est pour ça que je fais beaucoup moins de saltos. Mon entraînement est très efficace. C'est genre, ok, on va juste passer les obstacles rapides et c'est tout. On ne doit pas se perdre le temps avec les cabrioles et tout ça. Ce qui a du sens dans le sens où dans ta compétition ou dans la compétition pour laquelle tu t'entraînes, t'es pas requis de faire des saltos ou des changements de direction comme tu as dit. Donc, comme tu as dit, Ido Portal, il prône une approche très générale à l'entraînement, ce qui, à mon avis, marche très très bien quand tu n'as pas d'objectif compétitif. Mais dès le moment où il y a un cadre précis dans lequel tu dois performer, tu es forcé de spécifier ton entraînement par rapport aux contraintes de la compétition. Donc ça, c'est évident.
Quel est le rôle de la préparation mentale et de la visualisation pour toi dans ton entraînement et dans tes compétitions aussi? Alors, j'ai jamais travaillé avec un psychologue et j'aimerais bien, à un moment donné, travailler avec un mec qui s'y connaît vraiment là-dedans. Moi, j'ai un peu bricolé des méthodes de préparation mentale en regardant des athlètes comme Conor McGregor ou comme Mike Tyson. Mhm. Euh, et ouais, c'était vraiment les deux grosses inspirations, toujours. Ok, Et, et en fait, ces deux mecs-là, je pense qu'ils sont pareils que moi dans le sens où ils ont des gros complexes d'infériorité. C'est-à-dire que ok. Mike Tyson, c'est l'histoire d'un mec qui se faisait taper dessus et on tuait ses pigeons quand il était petit. Et il a été lobotomisé par cause de Matzo à penser que c'est le meilleur du monde et que personne ne peut le battre et que c'est comme ça et pas autrement. Et il s'est tellement accroché à ça qu'il est devenu cette chose-là. Mais ce sentiment de vouloir écraser tout le monde est venu de cette insécurité. Et je pense que Conor McGregor, c'est un peu pareil. C'est un pauvre mec qui vient d'un quartier de merde en Irlande, qui s'est dit, je sais pas, peut-être qu'il se faisait emmerder quand il était petit, mais à un moment donné, il s'est dit, vas-y, moi aussi, je peux être le meilleur, je suis le meilleur, tout le monde. Et c'est pour ça que dans ses discours, il dit tout le temps, ouais, lui, il est nul, c'est une merde. De toute façon, vous êtes tous nuls, je vais vous manger, je vais vous tuer tous. Alors qu'il y a des combattants comme Habib Nurmagomedov, qui n'a pas du tout cette aura de je vais vous tuer, vous êtes nuls. Il est en mode super humble parce que lui, il n'a pas ce complexe d'infériorité, il sait sa valeur et il n'a pas de raison d'être agressif et de vouloir prouver que c'est lui le meilleur. Euh, donc moi, je me rapproche beaucoup de Conor McGregor et Mike Tyson parce que, comme je disais, j'ai jamais été très bon, j'ai toujours été moins bon que mes amis. Et il y a une sorte de revanche personnelle où, non, moi aussi je suis bon, moi aussi je vais vous montrer que je peux y arriver. Ouais, moi peut-être je suis moins talentueux que vous, mais je vais travailler plus que tous réunis. Vous pouvez jamais me battre à ma cadence de travail et c'est comme ça que je vais vous battre. Et c'est la démarche que j'ai commencé à mettre en place en 2015 quand je me préparais pour Ninja Warrior en mode je vais être contre les champions d'escalade, mais je vais tellement être préparé que ils vont pas me battre. Et il y a eu beaucoup ce truc-là de peu importe qui est en face de moi, je crois tellement en ma cadence de travail et à ma volonté de gagner que je peux les battre. Et même aujourd'hui, c'est ce qui me maintient au top de la compétition. C'est que même s'il y a des athlètes qui ont. Moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. J'ai 5000 abonnés sur Instagram. Je ne suis pas une star du parkour game. Je suis juste un gars qui s'entraîne fort et qui est reconnu par les bons. Il y a beaucoup de gens qui ont des millions d'abonnés qui me laissent des commentaires sur mon Insta et qui me suivent parce qu'ils ont vu ma valeur quand ils m'ont rencontré dans la vraie vie. Et, et, quand tu arrives sur une compétition, beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes ou d'autres gens qui disent ah ouais, mais il y a DK, ah ouais, mais il y a ce gars-là, ah, il y a les stores et tout. C'est genre, mec, les stores, ils sont nuls en compétition, on s'en fout qu'ils soient là, tu vois. Et c'est genre, ah, mais il y a Pedro Salgado. Ouais, bon, après, Pedro Salgado, il est quand même très fort, c'est un mauvais exemple. Mais si tu veux, mais même quand il y a Pedro Salgado, qui est un excellent athlète de parcours et qui est un des meilleurs en speed, même s'il ne fait pas vraiment de compétition, mais les peu de compétitions qu'il a fait, il a toujours gagné. Même s'il y a Pedro Salgado à la compétition, je suis genre, non, on va le battre. Je vais le battre. Parce que lui, il ne s'entraîne pas pour gagner, il est là en vacances et tout. Moi, avec ma volonté de gagner, je vais gagner. Et, euh, et c'est ce qui, moi, m'aide à performer. Et je pense sincèrement que si je n'avais pas cette mentalité de gagnant et de vouloir gagner, je ne pourrais pas bien performer en compétition. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé un peu des compétitions où je me suis dit, oh, je vais y aller un peu à la cool, on va voir ce qui se passe, on est là pour s'amuser. J'ai toujours très mal performé. Ça s'est jamais vraiment bien passé. Et maintenant, j'arrive à une sorte d'équilibre où quand j'arrive sur une compé, je me mets pas la pression tout de suite, parce qu'avant, je me mettais vraiment dans des états de je vais gagner, je suis le meilleur, vas-y, on y va aller. Et maintenant, je suis plus cool. Et petit à petit, quand je m'échauffe et quand je commence la compé, je me mets dans ce mindset de OK, on va y aller, on va gagner. Et quand la compétition arrive, là, c'est le moment. Là, c'est le moment de OK, vas-y, on y va. Et, mais c'est très bricolage. Il n'y a pas vraiment de méthode précise ou quoi. J'essaie un peu différents trucs pendant que j'avance. J'ai pas trouvé une méthode ultime qui marche vraiment pour moi. Mais pour sûr, je pense que ce qui me conditionne mentalement
à avoir l'envie de gagner et à arriver avec la confiance que je vais gagner, c'est parce que je me suis beaucoup entraîné en amont. C'est parce que j'ai passé beaucoup de temps à analyser mes vidéos, beaucoup de temps à prendre des notes sur qu'est-ce qui manque dans mon entraînement et et pourquoi j'ai pas gagné là et pourquoi ce mouvement-là était moins rapide que ce gars-là. Et à chaque fois, ce travail d'analyse me permet de devenir meilleur. Et quand j'arrive à la compétition, je me dis, j'ai tellement travaillé, c'est impossible que je perde. Ça me Voilà. rappelle. Après, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, juste, oublie pas ce que tu voulais dire. Mais en 2019, par contre, ça n'a pas fonctionné parce que je me suis blessé au pied. Je me suis beaucoup entraîné en 2019, mais je me suis malheureusement blessé en février. Et j'ai eu je sais pas c'est quoi le mot exact, mais une espèce de fracture de la plaque plantaire, qui est une sorte de couche qui protège ton pied. Enfin, à chaque fois que je prenais un impact sur le pied gauche, ça me faisait mal. Donc, j'étais obligé de Ouais. ralentir. J'ai quand même fini septième sur le classement mondial. Donc, avec ma blessure, je me suis dit, et j'ai même fini deuxième sur certaines qualifs. Mais quand la finale arrivait, je pouvais pas aller à fond parce que ça me faisait trop mal. Mais tu vois, même si j'ai pas gagné, je me dis putain, imagine sans ma blessure, qu'est-ce que je peux réussir à faire et voilà, voilà. Mais vas-y, dis ce que tu allais dire. Ça me rappelle un interview que j'ai écouté de Ilya Ilin. Si tu connais l'haltéro, tu sais certainement qui c'est, non? Non? Champion olympique, champion du monde du Kazakhstan. Je crois qu'il était en 94 et ensuite en moins de 105 aussi. Comment il Euh, s'appelle? Ilya Ilin. Je t'enverrai son Insta. Mais il parlait de son attitude quand il approchait une barre pour lever un record du monde, un record olympique. Et il disait que avant d'avoir même d'être entré sur le plateau de compétition, il avait tellement visualisé cette, cette situation il savait à quoi ressemblait le public, il savait les bruits qu'il allait y avoir, il connaissait la lumière, il connaissait le toucher de la barre sur ses doigts, le ressenti de la magnésie sur ses mains et comment il allait placer ses pieds et où il allait regarder et comment il allait respirer. Et que avant même de lever un record du monde, il l'avait levé des milliers de fois dans sa tête. Et donc, quand il arrivait devant la barre, c'était même pas une question, c'était simplement de répéter quelque chose qu'il avait fait des milliers de fois auparavant. Et ça, ben, j'en ai pas parlé, mais ça résonne beaucoup avec ce que disait Mike Tyson aussi. Quand Mike Tyson, il le préparait au championnat, aux compétitions, au combat, et son entraîneur lui disait d'aller beaucoup au stade où il allait combattre. Tu vois, il lui disait non, va au stade et fais de cet endroit ta maison. Et c'est ce que j'ai fait. Et à chaque compétition qu'on a eue depuis 2018, j'arrivais à chaque fois 5 jours, une semaine avant tous mes adversaires. Que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, que ce soit en France, j'arrivais toujours avant et j'allais voir. Alors, on n'avait pas le droit de voir les obstacles parce que on pouvait un peu les voir, on pouvait les voir, mais on n'avait pas le droit de s'entraîner dessus. Parce que voilà, si tu arrives et que tu t'es déjà entraîné à toutes les techniques, tu as un avantage vraiment euh, unfair comparé à tes adversaires. Mais par contre, tu as le droit de venir en avance dans la ville, tu as le droit de venir voir l'endroit où ils ont construit, tu as le droit d'analyser de loin les obstacles. Ça, tout le monde aurait pu le faire, tu vois. Ils auraient tous pu prendre un billet une semaine en avance. Par contre, ils arrivaient tous le jour de la compétition. Et moi, j'étais genre, non, 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 je vais venir en avance, je veux être là, je veux savoir où est-ce que je peux manger, où est le lieu de compétition, où sont les toilettes, est-ce qu'il y a du sable, comment ils sont les obstacles, ok, les obstacles sont comme ça, et je me visualise beaucoup, beaucoup le parcours dans ma tête, en mode, ah ouais, là, je peux faire ce mouvement-là, je peux faire ce mouvement-là. Et une fois que j'ai fini après, on a des moments d'entraînement sur le terrain, et pendant les moments d'entraînement sur le terrain, je me filme beaucoup et j'analyse. Et comme ça, généralement, on a de l'entraînement un jour avant, et la veille, je fais que regarder la vidéo et je la regarde encore et encore et encore et encore, et je me imagine faire le mouvement encore et encore et encore. Et comme ça, quand j'arrive sur le parcours, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de faute. Après, l'élément avec lequel j'ai encore du mal, c'est la foule et le contexte de. C'est-à-dire, quand tu t'entraînes, tu es là et tu peux refaire le mouvement encore et encore, tu refais le parcours. Mais ce qui est vraiment difficile dans la compétition, c'est qu'il y a la foule qui est là, tu t'es échauffé. Après, des fois, tu passes peut-être 30 minutes après ton échauffement, des fois 1 heure après ton échauffement. Et, et tu dois être prêt à faire la compétition quand le gars il dit go.
quand le gars il dit go, faut que tu y ailles. Et c'est ça qui est vraiment le plus dur et avec lequel j'ai encore un peu de mal, c'est de jouer avec ces paramètres-là et de faire obstruction de tout ce truc go. Et c'est un truc qu'il faut que je m'entraîne plus. Il faut que je me mette, parce que je me mets trop dans les conditions où je peux faire les mouvements encore et encore. Ça me rappelle un petit peu les départs d'athlétisme avec justement la foule et toutes ces contraintes-là extérieures à gérer, enfin, toutes ces distractions en fait extérieures à gérer. Est-ce que tu as pensé à peut-être justement interviewer ou parler avec des athlètes compétitifs d'athlétisme pour voir comment eux, ils envisagent la chose quand ils sont dans un stade et qu'il y a des gens, il y a du bruit, il y a d'autres événements, donc il va pas y avoir du silence quand ils partent et des choses comme ça. J'ai eu, alors j'ai pas, j'ai eu la chance de rencontrer quelques athlètes élite France en athlée. J'ai pas pu beaucoup discuter avec eux parce qu'ils s'entraînent à l'INSEP et ils sont assez dans un cercle assez fermé. C'est-à-dire enfin, je leur envoyais des messages genre, oh, est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble ou quoi, et ils me mettent des vents à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Par contre, j'ai pu m'entraîner avec Benjamin, je sais plus son nom, non pas Benjamin. Je sais plus son prénom. Mais il y a un mec qui s'entraîne à la salle d'haltéro où je m'entraîne, qui était 3e au championnat du monde d'haltéro en 2018. Et c'est un petit Renoir, il est super fort, il est super cool. Et en fait, on s'entraînait et il y avait, on s'entraînait et c'était le matin. Et il y avait les scolaires qui étaient dans la salle. Donc il y avait lui, il y avait moi et on s'entraînait tous les deux. Il y avait les scolaires qui étaient dans la salle. Et moi, j'étais là un peu. Et puis, ils sont chiants. Tu sais, c'est les collégiens, les lycéens. Ils sont là, ils disent des gros mots. Ils crient pour rien. Ils n'écoutent pas leur professeur. Et toi, tu es là en train de te concentrer sur des lifts lourds. Et je regardais Bernardin. Il s'appelait Bernardin. Et je regardais Bernie. Et je le voyais. Ils s'en foutaient. Et je vais le voir. Je dis, mais ça ne te dérange pas, les enfants qui crient et tout. Il me dit, ah, si déjà ça te dérange, tu as déjà perdu. Je me suis dit, ouais, mais il a raison. Et maintenant, quand je m'entraîne et il y a des kids et tout, je me dis, mais ouais, mais à la compétition, ça va être comme ça. Il va y avoir des kids, il va y avoir un machin qui va crier. Tu peux pas. Et avant, je m'entraînais beaucoup avec la musique. Je faisais mes compétitions avec mes écouteurs. Et maintenant, je suis genre, non, non, oublie tes écouteurs, oublie ta musique. Et c'est ce que j'ai fait là pendant le mois d'entraînement au Colorado. Toutes les compétitions qu'on a faites, j'avais pas ma musique. J'étais dans l'ambiance. Ouais, la musique qu'il y avait me plaisait pas. Ouais, il y avait machin qui disait des conneries. Mais je m'en fous. Je reste focus dans mon truc. Et c'est vraiment important de réussir à être concentré sans ces gadgets d'écouteurs et tout. Et si tu arrives à être focus avec le bruit et la distraction, ça va être un énorme plus en compétition. Vraiment, vraiment. J'en suis persuadé. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui seraient intéressés à commencer le parcours, à le découvrir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour commencer? Alors, pour commencer le parcours et le découvrir, je ne dirais pas que n'allez pas faire de la compétition. Il y a plusieurs manières de le découvrir. Donc, il y a quelques années, j'aurais dit juste aller dehors et sauter sur des murs. Maintenant, il y a quand même ce qui est quand même la meilleure manière de commencer. Vraiment le plus fun et ce qui est de mieux dans le parcours, c'est cet esprit sauvage. Cet esprit sauvage on est dans la rue, on saute, on ne sait pas trop comment on fait la technique, mais on apprend, on s'en fout. On n'est pas là pour prouver des trucs, on est là vraiment pour s'amuser et devenir meilleur. Maintenant, il y a quand même beaucoup de clubs, d'associations, d'écoles, de gens qui proposent des cours de parcours. Donc, je vous inviterai, ceux qui veulent apprendre le parcours et découvrir, à taper parcours et le nom de votre ville. Parcours Genève, parcours Zurich, parcours Paris, parcours Tours. Et de voir, il y a des gens, il y a une salle, il y a une communauté, ils se rassemblent tous les mercredis, il y a des cours tous les jours. Et d'aller voir les gens et de faire, généralement les cours d'essai sont gratuits, et d'aller essayer de rencontrer la communauté, d'apprendre quelques mouvements. Et ensuite, si ça ne vous plaît pas les cours, de continuer tout seul. Et si ça vous plaît les cours, de continuer à faire des cours. Mais vraiment, le plus simple, c'est juste d'aller dehors et sauter sur des trucs et essayer de comprendre des choses. Valentin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Valentin Dubois, vous me tapez mon prénom, vous me trouvez tout de suite. Sur Instagram, valentin.blacklist, c'est le nom de notre groupe. Notre Instagram, c'est Blacklist Parcours. Pareil sur YouTube, Blacklist Parcours. Sur Twitter, Valentin Parcours. Et c'est tout. J'ai un TikTok, mais bon, je sais pas trop.
Je suis pas trop dans TikTok. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et bonne chance avec le reste de tes entraînements jusqu'à la fin de ce confinement. Alors. Merci beaucoup, Sean. Merci de m'avoir écouté et m'avoir laissé m'exprimer. C'était Merci un beaucoup. plaisir. C'était un plaisir. À bientôt. Salut.